C'est historique, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Mais alors, que contient le texte dans les détails et quand pourra-t-il entrer en vigueur? Vous allez voir, il reste encore pas mal d'étapes. Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Je remplace Hugo aujourd'hui, c'est le sujet à la une de nos actus du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les députés ont voté en fait 2 textes distincts ce mardi soir. Le premier, c'est pas forcément celui dont on va parler aujourd'hui, mais il est tout aussi important. Il a été approuvé à l'unanimité et c'est le texte de loi qui concerne les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui n'ont pas pour but de guérir une personne malade. C'est par exemple ceux qui sont administrés aux malades à qui il ne reste que quelques mois ou quelques années à vivre à cause d'une maladie incurable pour qu'ils puissent tout de même avoir une qualité de vie acceptable. Le but de cette nouvelle proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, c'est donc d'assurer un meilleur accès à ces soins partout en France, alors qu'une vingtaine de départements n'ont toujours pas de service dédié à ces soins. Ça, c'est donc pour le premier texte. Le deuxième texte, cette fois-ci, c'est celui qui concerne le droit à l'aide à mourir et qui a été sujet à pas mal de débats. D'ailleurs, il a été adopté à 305 voix pour et 199 voix contre. Il ne faisait donc pas du tout l'unanimité. Le but est différent et très précis. Il doit fixer des conditions strictes pour que certaines personnes gravement malades puissent demander à mourir pour éviter de souffrir trop longtemps. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui en France? Actuellement, la seule chose autorisée en France, c'est une sédation profonde et continue jusqu'au décès, et c'est encadré depuis 2016 par la loi dite Leonetti. Alors ça ne provoque pas la mort, la sédation permet en fait au patient de rester inconscient jusqu'à sa mort pour qu'il ne souffre plus, mais aucun geste n'est fait pour accélérer le décès et la mort survient donc naturellement. Et donc pour revenir à l'aide à mourir, il en existe plusieurs types. Il y a d'abord l'euthanasie, un terme dont on entend beaucoup parler. Dans ce cas, l'acte de donner la mort est réalisé par un tiers, souvent un médecin. Il y a aussi ce qu'on appelle le suicide assisté. Et là, en l'occurrence, l'acte de donner la mort est réalisé par le patient lui-même. Actuellement, ces 2 formes d'aide à mourir sont totalement interdites en France. C'est pour cette raison que certains Français se rendent dans d'autres pays où ces pratiques sont légales, comme par exemple en Belgique ou en Suisse. Avec cette nouvelle proposition de loi, l'objectif est donc d'ouvrir de nouveaux accompagnements concernant la fin de vie et l'aide à mourir, mais tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Pour ça, il faut répondre à 5 conditions. 1. Être majeur. 2. Être français ou au moins résider en France de façon stable et régulière. 3. Avoir son pronostic vital engagé par une maladie grave et incurable. 4. Présenter une souffrance psychique ou psychologique constante qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter un traitement. Et enfin 5. Être apte à exprimer son consentement à mourir de façon libre et éclairée. Si le patient répond à toutes ces conditions, alors il pourra engager le processus d'aide à mourir. C'est en tout cas ce que prévoit le texte actuellement. À partir de ce moment-là, il y a plusieurs étapes. Une fois la demande effectuée, le médecin doit, sauf une petite condition sur laquelle on revient juste après, accompagner le patient dans le processus. La demande est ensuite examinée par au moins 3 médecins et un médecin référent prend la décision finale après l'avis d'un autre soignant et d'un spécialiste. Si la demande est acceptée, le patient a un délai d'au minimum 2 jours avant de confirmer sa décision. Pendant cette période et à chaque étape du processus, le patient peut toujours changer d'avis. Ensuite, le patient et le soignant choisissent le lieu de l'aide à mourir. Ça peut avoir lieu à domicile, à l'hôpital ou dans tout autre lieu à l'abri des regards avec les personnes choisies par le malade. Et la dernière étape, le jour J, le soignant s'assure de nouveau de la volonté de la personne et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de son entourage. Ensuite, le produit pour donner la mort doit être absorbé par le malade lui-même, sauf s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Dans ce cas, le geste revient au soignant. Ça, c'est pour ce qui concerne le patient. Mais il faut savoir qu'il est aussi légal pour un médecin, s'il ne souhaite pas donner la mort, de faire valoir ce qu'on appelle une clause de conscience pour transférer son patient à un autre médecin. Il doit alors en informer le patient et lui communiquer sans délai le nom de professionnels qui pourront réexaminer son dossier. À noter que si le médecin entrave le processus global, il pourra être puni par la loi pour entrave à l'accès à l'aide à mourir. Ça, c'est pour ce que contient très clairement le texte de loi, mais attention, ça ne veut pas dire que ce sera écrit comme ça dans la loi. Les 2 textes doivent désormais être examinés par le Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée nationale. Il peut donc y avoir des modifications, voire un rejet de certaines propositions, et c'est probablement ce qui va se passer, notamment car le Sénat est surtout situé à droite. Ça peut prendre pas mal de temps. Ce week-end, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a déclaré souhaiter que le texte sur l'aide à mourir soit voté définitivement d'ici à 2027, ce qui va donc prendre encore un peu de temps. Le sujet est complexe et sensible et touche à de nombreux enjeux, ce qui mène à beaucoup de débats, d'autant plus que la loi doit également veiller à bien s'assurer que le texte encadre très strictement l'aide à mourir pour éviter les dérives, ce qui
qui prend aussi du temps. D'un côté, certains se félicitent d'une telle avancée dans la société française en termes de droits individuels et de liberté de choix, mais de l'autre, ce texte suscite aussi une forte opposition. Selon la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, je cite, « Donner la mort n'est pas un soin ». La question de la religion et de donner la mort revient aussi régulièrement dans les débats. En tout cas, si ce texte sur la fin de vie est finalement voté, il s'agira de la réforme la plus importante en France depuis le mariage pour tous, qui a donné en 2013 le droit aux couples de même sexe de se marier. On continuera évidemment de suivre les évolutions de cette loi. En attendant, je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'ONU a dénoncé un événement chaotique, indigne et dangereux et des images déchirantes de Palestiniens de Gaza affamés se ruant sur un centre de distribution d'aide ce mardi. Il s'agissait d'un nouveau centre de la Fondation humanitaire de Gaza, une instance d'aide humanitaire soutenue par Israël et critiquée par l'ONU. En fait, à l'ouverture du centre, plusieurs milliers de personnes se sont ruées sur l'aide, notamment alimentaire. La bande de Gaza est sortie récemment d'un blocus de plus de 2 mois de l'entrée d'aide humanitaire par Israël. Au moins une personne est morte et 48 ont été blessés lors de cette distribution, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Ces blessés sont principalement dus à l'armée israélienne qui a tiré sur la foule, selon l'ONU et plusieurs témoins sur place, dont un journaliste de l'agence de presse AP. Israël affirme avoir fait des tirs de sommation en l'air et pas vers la foule et indique qu'il y a eu une perte de contrôle momentanée au centre d'aide. Dans la journée, la Fondation humanitaire de Gaza a annoncé suspendre temporairement ses activités sur le territoire palestinien. En parallèle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la mort du chef présumé du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar. Selon des médias locaux, une frappe de l'armée israélienne menée le 13 mai à Khan Younes l'a explicitement visé. Le Hamas n'a pas confirmé l'information. Mohamed Sinwar avait succédé à son frère Yahya Sinwar, tué par l'armée israélienne en octobre dernier. Deuxième actu, et on voulait faire un point sur la situation en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre à 3 avec ses homologues américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine. L'objectif pour l'Ukraine, c'est d'avancer sur les discussions de paix, mais aussi de demander des sanctions envers la Russie, qui n'a pas accepté de cesser le feu et renforcer ses attaques. La Russie a réagi et estime qu'une telle rencontre à 3 ne pourra se faire qu'après des accords concrets entre l'Ukraine et la Russie. Mardi, Donald Trump s'est de nouveau exprimé contre Vladimir Poutine en disant que sans le travail des États-Unis, beaucoup de très mauvaises choses seraient arrivées à la Russie et que Poutine jouait avec le feu. En réaction, l'ancien président russe Dmitry Medvedev a mis Donald Trump en garde, affirmant qu'il ne connaissait qu'une seule très mauvaise chose, la Troisième Guerre mondiale, et qu'il espère que Trump comprend cela. Troisième actu, les États-Unis ont suspendu temporairement le traitement des demandes de visa étudiants d'étrangers. La raison, c'est qu'ils prévoient de nouvelles directives demandant un examen approfondi des réseaux sociaux des candidats avant de leur accorder un visa. Ces directions devraient arriver dans les prochains jours avec la reprise dans la foulée des examens des visas. En fait, depuis plusieurs années, les États-Unis demandent aux candidats pour des visas d'inclure leur nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux à leur demande. Mais on ne sait pas vraiment si les profils sont scrutés à chaque fois. Les instances chargées de l'attribution des visas vont donc désormais scruter dans les détails les réseaux sociaux des étudiants étrangers candidats avant de leur accorder leur autorisation d'entrer dans le pays. L'objectif est de, je cite, s'assurer que les personnes qui sont ici comprennent ce qu'est la loi et qu'elles n'ont pas d'intention criminelle, selon la porte-parole du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le problème, c'est que cette pratique pourrait mener à des dérives. L'administration américaine pourrait par exemple refuser de façon arbitraire des candidats engagés politiquement. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, le chantier controversé de l'autoroute A69 va reprendre. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Toulouse après une décision de justice en février qui avait demandé l'arrêt des travaux. Ce projet prévoit de construire une autoroute reliant les villes de Toulouse et Castres dans le sud de la France. Il a plusieurs objectifs, notamment stimuler l'activité économique dans la région et raccourcir les trajets entre les deux villes. Mais il fait face à une forte opposition, notamment de militants écologistes. En effet, la construction de cette autoroute implique notamment la destruction de plus de 1000 arbres, dont certains datent de plus de 100 ans. Et donc je le disais, le chantier a été lancé en 2023, mais il a été interrompu en février 2025 après une décision de justice qui estimait qu'il n'y avait aucune raison impérative d'intérêt public majeur qui justifiait l'atteinte à l'environnement. Cette décision a donc été annulée ce mercredi et le chantier devrait reprendre à la mi-juin. Alors un recours sur le fond du projet a été déposé par ses opposants et la décision de justice n'est pas attendue avant plusieurs mois, possiblement courant 2026. Lorsque ce jugement sera rendu, le chantier pourrait potentiellement être de nouveau interrompu si la justice donne raison aux opposants. Cinquième actu, 1,4% des hommes déclarent avoir subi au cours de leur vie des agressions sexuelles, des tentatives de viol ou des viols, selon une étude de l'INED publiée ce mercredi. C'est un chiffre 4 fois inférieur à celui enregistré chez les femmes, qui est de 5,5%. C'est une étude fondée sur les données de l'enquête Virage, réalisée en 2015, donc avant le mouvement MeToo, menée sur 15 000 femmes et 11 000 hommes âgés de 20 à 60
69 ans. Et parmi les hommes qui ont déclaré ces violences, 82% disent avoir été agressés quand ils étaient mineurs. Les violences après l'âge de 25 ans restent très rares selon l'étude. Dans la grande majorité des cas, les auteurs sont des hommes à 83% et les femmes représentent 13% des cas. Sixième actu, le réchauffement global de la planète devrait dépasser de plus d'1,5 degré les niveaux pré-industriels d'ici 5 ans, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU. Cette prédiction a 70% de chances de se produire selon l'agence. C'est une information assez importante car 1,5 degré de réchauffement, c'est la limite qui avait été définie pour le long terme par les accords de Paris sur le climat en 2015. C'est le seuil à partir duquel on voit déjà des effets irréversibles, mais où ces effets peuvent encore être plus ou moins contenus. Sauf que la situation ne va pas vers le mieux car les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas baissé mondialement. 2023 et 2024 ont été les années les plus chaudes jamais mesurées sur Terre et la décennie 2020 devrait finir par être la plus chaude de l'histoire. Et enfin, dernière actu, l'exposition universelle qui se déroule cette année à Osaka au Japon a atteint cette semaine les 5 millions de visiteurs depuis son ouverture le 13 avril. Les expositions universelles ont lieu tous les 5 ans et ce sont des témoins de l'innovation et des temps actuels. À noter que le pavillon français de l'exposition a atteint le million de visiteurs vendredi dernier. Cette année, son thème est l'hymne à l'amour et il présente notamment des statues du sculpteur Rodin et des hommages au vin d'Alsace. L'exposition universelle d'Osaka fermera ses portes le 13 octobre. Merci Morgane pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.